De retour au plateau, nous retrouvons nos invités Credo Tété Ibrahim Acha et Rodrigue Arrego. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Direction le Niger, mise en service d'une nouvelle centrale solaire près de Niamey. Et les autorités nigériennes ont mis en service une nouvelle centrale photovoltaïque alors que le Niger est confronté à une baisse de son approvisionnement en électricité qui provient en grande partie du Nigeria qui lui a coupé donc cet approvisionnement à la suite du coup d'État du mois de juillet dernier. Cette centrale avec 55 000 panneaux est la plus grande structure énergétique solaire jamais réalisée donc au Niger. La société nigérienne d'électricité Nigélec a mis en service donc cette centrale photovoltaïque de 30 mégawatts pour compenser d'importantes pénuries depuis que le Nigeria a arrêté de fournir l'électricité au pays en réaction au coup d'État de juillet. C'est ce qu'a annoncé ce 26 novembre le ministre de l'Énergie, Mahaman Mustafa Barké au Niger. Face à la pénurie d'électricité au Niger, le pays se dote, du moins le projet avait déjà commencé, devait être lancé normalement en août. Après le coup d'État, les choses ont un peu traîné, mais finalement, la centrale est lancée, 30 mégawatts pour fournir de l'électricité aux Nigériens, Ibrahim Acha. Non, c'est une très bonne décision qui a été prise parce que vous savez, le Niger a été coupé de son réseau électrique qui venait du Nigeria, puisqu'il faut dire que c'est le principal fournisseur même. Et donc, ce déficit-là devait être normalement comblé. Donc, étant donné qu'il y a cette centrale photovoltaïque qui est déjà, disons, prête à être utilisée, et que, bon, entre-temps, c'est le coup d'État qui a fait que cela n'était pas opérationnel. Bon, maintenant que les nouvelles autorités ont estimé qu'il y a de la ressource humaine de qualité qui puisse faire tourner la centrale photovoltaïque, donc je pense que cette décision a été prise de mettre ça en service de manière à ce qu'on puisse avoir les 30 mégawatts là pour pouvoir alimenter le Niger. Je pense que c'est une très bonne chose. Quand on dit 30 mégawatts, c'est assez grand, puisque ça dépasse même le barrage de Nangbeto qui alimente les deux pays, puisque au Togo et entre le Togo et le Bénin, le barrage de Nangbeto c'est 25 mégawatts. Donc ici, on parle de 30, c'est déjà vraiment très bon pour vraiment combler le vide là que l'approvisionnement du Nigeria, bon, ce qui a été, disons, arrêté par respect aux sanctions édictées par la CEDEAO. Donc, ici, il faut dire tout simplement que sur deux volets, je pense que c'est une très bonne chose parce que, vous savez, le Niger a les ressources, effectivement, a du fiel. Quoi qu'on dise aussi, tout ce qu'il faut pour pouvoir produire de l'énergie disons, non fossiles, comme on le dit, avec les ressources fossiles. Mais ici, l'énergie photovoltaïque, c'est sur le plan environnement, c'est déjà très bien, vous savez, et ça va amener quand même à parer à tout ce qu'il y a comme problème au point de vue changement climatique. C'est déjà un aspect vraiment à valoriser. Et il faut aussi dire que, quoi qu'on dise, la construction de cette centrale photovoltaïque a été possible grâce aussi à l'apport du financement français. Oui. Ouais, donc, à l'époque de la coopération avec le Niger, sous le président Bazoum. Bien évidemment, ça a démarré depuis 2019, si j'ai bonne mémoire, et c'était déjà prêt quand même lorsque Bazoum était arrivé au pouvoir. Et donc, même si les relations se sont détériorées avec la France, il faut dire que lorsque l'on met en même temps en service cette centrale photovoltaïque, il y aura peut-être un suivi du côté des techniciens qui ont été déployés par Paris pour peut-être installer cette centrale photovoltaïque. Quoi qu'on dise, le Niger a intérêt à ne pas rompre, comme on le dit, ses relations avec la France. Ça, c'est très important parce que, vous savez, au niveau du Sud, au niveau de l'Afrique, on a toujours besoin de la technologie pour pouvoir faire avancer les choses. Et moi, je me dis que si le Niger décide aujourd'hui, comme c'est déjà acté, de mettre en service cette centrale photovoltaïque, je pense que les réflexions ont été mûries
et surtout que Paris a dit prendre acte de la mise en service de cette centrale photovoltaïque, sauf que Paris est en train de peut-être réchine un peu par rapport au côté opérationnel du terme, parce que Paris estime que beaucoup de techniciens sont partis depuis qu'il y a des problèmes. Sur cet aspect-là. Oui, mais il faut dire que c'est une très bonne décision qui a été prise du côté de Niamey, parce que cela va aider quand même à donner de l'électricité aux populations. Vous savez, en ces temps-ci, ce n'est pas bien d'être à Niamey, il fait extrêmement chaud. Et là, quand vous n'avez pas de l'électricité, c'est les histoires de ventilateurs qui ne marchent pas, de climatiseurs qui ne marchent pas, et quand vous voyez un peu ce que cela cause comme dommage, au point de vue social, c'est un autre problème. Quand je vais sur le volet médical, dans les hôpitaux, vraiment, c'est intenable. Et cette ressource peut vraiment, un temps soit peu, améliorer ou bien, disons, amener quand même à atténuer les souffrances du peuple nigérien au point de vue énergétique. Alors, Rodrigue Gaego, les autorités nigériennes ont mis en service ce 26 novembre une centrale photovoltaïque d'une puissance de 30 MW pour desservir les populations, surtout en ce moment où le Niger se voit privé d'une partie de son approvisionnement de l'électricité, partie essentiellement venant du Nigeria. À partir du moment où ça permet aux autorités nigériennes de comprendre qu'il y a de la potentialité à mettre en valeur, je pense que c'est une bonne chose. Parce que on nous a la gouvernance actuelle à laquelle nos chefs d'État s'adonnent en prenant le fauteuil présidentiel comme héritage, comme propriété privée, en mettant du super glue et en se collant ça aux fesses. Ça ne nous permet pas de cultiver tout le potentiel que nous avons. Il y a la culture de la paresse qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que vous allez constater que dans ces pays-là, dans nos pays-là, comme ça, quand on devient ministre, on devient puissamment riche, sans avoir été opérateur économique, sans avoir été commerçant. On ne fait pas la politique pour devenir milliardaire ou multimillionnaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette... J'en viens, parce que, oui, quand les gens pillent les ressources, ils ne réfléchissent pas aux moyens dont dispose, aux ressources dont dispose le pays en interne, développer ces moyens pour offrir aux populations une satisfaction par rapport aux besoins spécifiques que celles-ci expriment. Et donc, vous allez voir que, parce que le Nigeria a coupé, on a compris que, attention, il y a ça, il faut mettre ça en marche. Ouais, le projet était en cours. Mais qu'est-ce qui a empêché depuis 2019, comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure, ça fait combien d'années? Quand vous prenez les pays qui optent pour cette solution-là, ils mettent combien de temps pour se doter de... Non, c'est ce qu'il faut voir. Donc, s'il n'y avait pas de coupure du côté du Nigeria, on ne va pas penser à la mise en œuvre ou à la mise en valeur des potentialités en termes de ressources humaines et aussi en termes de ressources naturelles dont dispose le pays pour apporter une solution aux besoins spécifiques exprimés par les populations. C'est le lien que je fais. Donc, à partir du moment où les gens ne font plus du pillage et du détournement de deniers publics leur sport favori, et comprennent qu'il faut composer avec les populations, qu'il faut composer avec les paysans. Par exemple, si on veut faire la révolution agricole, on le fait dans les bureaux. On ne compose pas avec les paysans. Le seul moment où on compose avec les paysans, c'est quand on fait le théâtre. Non, pas les meetings. On fait le théâtre pour aller dire que nous vous offrons des engrais. Et après, on vient ramasser leurs ressources, les produits céréaliers pour aller faire du stockage et les commercialiser tranquillement, les envoyer dans d'autres pays. Quand on veut, par exemple, composer avec les étudiants, c'est pour aller tenir des conférences sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec les besoins en interne de nos pays. On va parler, par exemple, de la rétroactivité. On va organiser des colloques pour bluffer les gens, mais on ne parle pas des potentialités dont les pays ont besoin. Donc tout cela se passe au Niger? Oui, j'en viens, c'est l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Permettra aussi de oui, comprendre. Bien sûr. Je parle de l'Afrique. C'est pour ça que quand vous prenez le discours du président ghanéen Nana Addo, vous comprenez ce qu'il a dit en substance, que ce soit à l'endroit de la France ou des autres puissances coloniales qui se partagent le gâteau Afrique. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose et les autorités, au-delà de cela, doivent penser à quelles ressources palliatives dont le pays dispose pour assurer la maintenance
Parce que s'il y a des gens capables de procéder à la mise en fonction ou à la mise en route de la centrale, ça veut dire qu'il doit en avoir pour assurer l'entretien sans forcément tourner la face ou le regard vers d'autres pays. Également, les gens doivent composer, parce que je pense que par rapport au Niger, ça a bien commencé avec la diaspora. Oui. Il y a eu des apports même en nature pour soutenir l'économie du pays. Donc, au niveau de la diaspora, il y a forcément d'autres potentiels. Il y a des hommes d'affaires, il y a des gens qui investissent dans les technologies. Même des ingénieurs. Des ingénieurs qu'on peut mettre faire valoir. On peut faire valoir, qu'on peut mettre à contribution pour que, au sortir de cette histoire de transition, qu'on ne retrouve plus un Niger, comment dirais-je, peuplé d'affamés, peuplé de mendiants. Ça, c'est le message que je tenais à livrer à partir du lancement de cette centrale, qui est une bonne nouvelle à mon avis. Ok, cette centrale, au final, c'est une bonne nouvelle. Hein. Selon Rodrigue Garrigou, je précise que la centrale a été lancée avec le président Bazoum en juillet, avec la présence de Joseph Borrell de l'Union européenne, l'Union pérenne, qui a participé au financement de cette centrale-là. Credo, la centrale finalement est mise en service ce 26 novembre par les autorités de la transition, surtout en ce moment où le Niger se voit privé d'une partie de son électricité qu'elle importe du Nigeria. Oui, il y a une question qui me vient en tête. Devrions-nous nous réjouir de la suspension de la fourniture énergétique du Nigeria au Niger? Ou bien devrions-nous tabler pour dire à quelque chose, malheur est bon? Nous ne sommes pas dans cette posture. Nous tous, nous avons, dans un passé très récent, condamné les sanctions de la CEDEAO. Ou bien décrié les sanctions de la CEDEAO contre le peuple nigérien. Le Niger n'existe que sur une carte géographique, mais quand on veut parler du Niger, on met beaucoup plus le focus sur les populations, sur le peuple nigérien. En ce sens, nous avions eu à décrire cela. C'est vrai, Guillaume, vous l'avez dit, c'était un projet qui était porté par le président déchu, Bazoum, mais aujourd'hui, avec, disons, ce manque en ressources énergétiques, ou bien ce refus du Nigeria d'alimenter le Niger, donc les autorités actuelles du Niger ont pensé continuer un projet pour l'amener à terme. Mais je me dis, est-ce qu'ils ont toutes les manettes pour réaliser pleinement ce projet? Parce qu'une chose est de voir un début de projet, de le prendre, mais est-ce qu'ils maîtrisent tous les paramètres? L'intention, elle est bonne. Il faut cette indépendance énergétique du Niger. Mais est-ce que les compétences qui ont été identifiées dans le projet, les degrés de compétences seront toujours respectés jusqu'à ce que le Niger puisse avoir une certaine dépendance énergétique? Donc ça, c'est la grande... Indépendance. Non, je dis une indépendance, mais, mais ne plus dépendre, des autres pays comme le Nigeria. C'est l'objectif, donc c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Mais moi, je m'inquiète, je mets des réserves pour dire, un projet porté par Bazoum qui a été chassé du pouvoir, et aujourd'hui, on veut ressusciter ce projet. Est-ce qu'on a eu à faire l'état des lieux? Pour savoir, l'état des lieux, c'est également au niveau des compétences qui sont disponibles aujourd'hui. Au niveau des ressources, un projet, sa mise en œuvre nécessite absolument des ressources. Est-ce que le Niger a les ressources appropriées aujourd'hui pour mener à terme ce projet, cette mise en œuvre effective? Et en parlant de ressources, on ne parle pas uniquement des ressources financières, mais des ressources humaines aussi. Est-ce qu'il y a les qualifiés qui sont toujours sur ce projet? Parce qu'on a eu dire qu'avec, disons, cette suspension, bien changement de régime, et également, si on sait qu'à un certain moment, l'Agence française de développement a contribué à l'enrichissement de ce projet, aujourd'hui, quelle est la relation entre le Niger et la France? On vient ressusciter un projet qui était autrefois soutenu par la France. Est-ce qu'ils ont pris
assez de gants avant de mettre cela, ou bien c'est un effet d'annonce qu'il faut faire pour que les populations disent ils se préoccupent de leur sort. Donc, ce ne sont que, disons, des expressions de joie, mais surtout, ça doit interpeller les dirigeants pour dire que nous devons beaucoup plus manœuvrer avec nos moyens de bord pour satisfaire nos populations à la base. Alors, généralement, surtout plutôt concernant cette affaire de main-d'œuvre, à l'annonce de la mise en service de cette centrale, les réactions sont venues de partout, surtout des partenaires dans la France qui avaient signalé que, effectivement, la centrale devrait être mise en service un peu plus tôt, c'est-à-dire en août, mais c'est à cause du coup d'État que cela n'a pas été fait et qu'une partie des techniciens qualifiés qui devraient faire le travail étaient déjà partis à cause de la situation qui a régné juste après le coup d'État où on avait demandé aux expatriés français de retourner chez eux, ou bien la France a envoyé des avions pour ramasser ses ressortissants. Et du coup, cela a fait que certains techniciens sont partis. Mais le Niger a certifié quand même qu'il y a certains qui sont restés, sans donner trop de détails sur ceux qui sont restés, mais que c'est eux qui ont permis, en tout cas aujourd'hui, la mise en service de cette centrale. Là, maintenant, on se pose des questions sur son avenir. Les uns pensent que, vu que ceux qui sont restés ne sont pas nombreux, qu'il y a une partie qui est partie, cela va faire que la centrale ne pourra pas fonctionner à long terme. Mais d'autres disent que s'il y a certains qui sont restés, on suppose qu'ils vont continuer par faire le travail. C'est la grande interrogation aujourd'hui. Jusqu'à quand pourra durer cette centrale-là? Oui, je voudrais nous poser une question. Est-ce que les compétences aujourd'hui au Niger sont que blanches? C'est la question. Pas forcément. Justement, donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que la France n'est plus là ou bien les ingénieurs français ne sont pas sur le projet que le projet obligatoirement va capoter. Si j'estime que si les autorités actuelles du Niger ont tablé jusqu'à mettre ce projet en marche aujourd'hui, c'est qu'ils ont mesuré, donc, disons, tous les aspects et qu'ils ont su combler le vide à un certain moment. Et est-ce que tu t'attendais à une sortie plus que celle-ci de la France? Non. En tout cas, c'est dans la logique, c'est normal, hein, une telle sortie de la France. C'est tout à fait normal, vu la posture de la France, vu les relations assez difficiles aujourd'hui entre la France et le Niger. La France qui a été à la base même de ce projet, la France qui a joué près de 50% ou bien 40% du rôle du jour au lendemain, ce n'est pas la France qui a quitté le projet. Mais c'est le projet qui a quitté la France parce qu'à un certain moment, il y a eu la rupture. La rupture qui est intervenue avec ce coup d'État. Donc la France ne serait jamais, disons, contente. Parce que et si la France va, comme vous l'avez dit, jusqu'à dire parce que nos techniciens, nos ingénieurs sont partis, donc nous n'avons plus foi réellement en la continuité, en la survie de ce projet. Donc c'est comme si, s'il n'y a pas des techniciens, des ressources humaines françaises, donc ce projet-là ne peut pas prospérer. Mais on sait comment ça se passe, les projets dans nos pays. Les partenaires internationaux sont là, ils sont en train de jouer les grands rôles, mais le travail sur le terrain, ce sont nos frères noirs. Oui. Nos têtes pensantes aussi qui essaient de matérialiser. Donc là, il y a un chapeau qu'on met sur la tête. Mais c'est la tête qui réfléchit avant de porter ce chapeau-là. Donc il ne faudrait pas qu'on se fasse d'illusions. Je pense et j'ose croire que le Niger a les ressources. Maintenant, là où le bas va blesser, c'est que la mise en œuvre de cette centrale va nécessiter également des moyens sur un temps assez long. Est-ce que les ressources pourront être mobilisées à temps et à bon escient? La question reste posée et sur ce, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission.